Si tu marches vite et que tu gardes la tête haute avec confiance, alors tu as une bonne capacité de concentration et tu sais très bien résoudre les problèmes. Si tu marches la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant, alors tu es très sociable. Tu aimes passer du temps avec les gens, tu te sens en confiance avec eux et tu aimes qu'on t'apprécie. Tu aimes aussi les défis et tu peux facilement t'ennuyer. Si tu marches à un rythme moyen et que ta posture est détendue, tu es quelqu'un de calme. Tu as tendance à te concentrer davantage sur les autres que sur toi-même et tu es facilement influençable. Si tu marches à un rythme moyen, mais avec des foulées confiantes, alors tu es très coopératif. De plus, tu as de bonnes capacités d'écoute. Tu es loyal et un peu dépendant des autres. Si tu marches lentement et que tu gardes la tête baissée, alors tu es sans doute introverti et timide. Si tu croises les bras, c'est que tu aimes être seul ou que tu es vulnérable. Une autre façon d'en savoir plus sur une personne est de partager un repas avec elle et de faire attention à ses habitudes alimentaires. Les gens qui mangent lentement ne sont pas pressés et aiment profiter de leur nourriture. Il en va de même pour la vie. Ils préfèrent profiter de chaque instant. Au travail, ils privilégient la qualité à la vitesse. Les gens qui mangent rapidement aiment tout faire rapidement. Ils savent respecter les délais et sont multitâches. Ils font aussi passer les besoins des autres avant les leurs et n'ont pas assez de temps pour eux. Si une personne mange un seul type d'aliment à la fois et n'aime pas que la nourriture soit mélangée, elle est sans doute très organisée et aime que tout soit bien rangé. Elle aime réfléchir et est très soucieuse des détails. A l'inverse, si quelqu'un mélange tous ses aliments et les mange ensemble, il est probable qu'il soit ouvert et amical. Si quelqu'un aime essayer des plats nouveaux et exotiques, il est probable qu'il soit aussi curieux dans la vie. Il est sans doute ouvert à de nouvelles expériences, aime prendre des risques, fait preuve de courage et ne s'ennuie jamais. Si une personne mange très bruyamment, elle sait s'amuser. Elle sait exactement ce qu'elle veut dans la vie et l'accomplit sans se soucier de la vie des autres. Elle marche au rythme de son propre tambour. Et enfin, si une personne coupe tout en morceaux avant de manger, c'est qu'elle aime prévoir les choses. Elle songe à l'avenir et a tendance à avoir de grandes attentes, à rêver en grand et à travailler dur pour obtenir exactement ce qu'elle veut. Un seul mot écrit de ta main suffit à en savoir beaucoup sur toi. Alors étudions ton écriture. Quelle est la taille de tes lettres ? Si elles sont petites, tu es probablement timide et concentré. Si tes lettres sont moyennes, alors tu es facile à vivre et adaptable. Et si tes lettres sont grandes, alors tu es extraverti et tu aimes recevoir de l'attention. Passons maintenant à l'espacement. Si tu laisses beaucoup d'espace entre les mots, alors tu valorises ta liberté. Si tes espaces sont étroits, alors tu n'aimes pas être seul. Regardons maintenant l'inclinaison de ton écriture. Si tes lettres sont droites, alors tu as l'esprit pratique et ne laisses pas tes émotions passer avant ta raison. Si tu inclines tes mots vers la droite, alors tu es ouvert d'esprit et tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. Et s'ils sont inclinés vers la gauche, alors tu aimes être seul. Si tu es droitier, une inclinaison à gauche peut aussi signifier que tu es rebelle. Enfin, fais attention à la rapidité de ton écriture. Si tu écris lentement, alors tu es très organisé. Si tu écris vite, c'est que tu es impatient et que tu n'aimes pas perdre de temps. On peut aussi apprendre beaucoup sur une personne en regardant simplement son profil sur les réseaux sociaux. Les personnes qui remplissent leur profil, répondent à toutes les questions et fournissent tous les détails demandés sont généralement ouvertes. Les paramètres de confidentialité reflètent à quel point les gens sont à l'aise à l'idée de partager avec les autres. Les personnes qui ont beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux sont généralement complexées et ont tendance à avoir une faible estime de soi. Elles ont beaucoup d'amis parce qu'elles essaient de compenser en paraissant populaires sur les réseaux sociaux. Les gens qui postent beaucoup, ainsi que ceux qui aiment, commentent ou partagent beaucoup, sont plutôt des extravertis. Mais si quelqu'un publie beaucoup de contenu autopromotionnel, comme des selfies, il est probable qu'il soit narcissique. Il en va de même pour ceux qui mettent leur statut à jour très souvent. Cela signifie que la personne essaie de se promouvoir et cherche l'admiration. Passons à la musique. La musique peut être très intime car elle parle à l'âme. Les goûts musicaux peuvent donc en dire beaucoup sur une personne. Les personnes qui aiment la musique classique et l'opéra ont tendance à avoir une grande estime de soi et sont très créatives. Il en va de même pour les amateurs de jazz et de blues, mais ceux-ci sont aussi calmes et extravertis. Les amateurs de musique country sont travailleurs et sociables. Les amateurs de musique pop sont travailleurs et extravertis, mais ils ne sont pas créatifs et ont tendance à être un peu hautains.
Les amateurs de rock et de heavy metal sont généralement introvertis mais créatifs. Ils ont une faible estime de soi et sont un peu paresseux. Ceux qui aiment la dance sont sociables et créatifs. Les amateurs de rap aiment beaucoup parler mais ont tendance à regarder les autres de haut. Maintenant, même des habitudes apparemment insignifiantes peuvent avoir une grande signification, comme la façon dont tu places ton papier toilette sur le dérouleur par exemple. Si tu le déroules par le haut, alors tu as sans doute une personnalité dominante. Si tu préfères le dérouler par le bas, alors tu as plutôt tendance à être soumis. Nous passons beaucoup de temps sur nos smartphones. Il n'est donc pas étonnant que certaines habitudes d'utilisation en disent long sur notre personnalité. Est-ce que tu le tiens, le fais défiler et écrit d'une seule main? Si oui, tu es quelqu'un de confiant et qui atteint ses objectifs. Mais dans les relations, tu aimes probablement prendre ton temps pour décider si la personne te convient, de sorte que tu puisses paraître réservé aux yeux des autres. Maintenant, si tu tiens ton téléphone dans une main et que tu utilises ton autre main pour tapoter dessus, alors tu es raisonnable et intelligent. Tu réfléchis soigneusement avant de faire quelque chose et tu aimes peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Mais c'est l'inverse en ce qui concerne les relations. Tu as tendance à prendre des décisions irréfléchies et tu peux juger quelqu'un très vite. Si tu utilises ton index sur ton smartphone, alors tu es probablement très créatif. Dans une relation amoureuse, tu es timide et il t'est difficile de créer des liens. Enfin, si tu utilises tes deux mains pour tenir ton téléphone et travailler dessus, alors tu as l'esprit vif et tu préfères prendre tes décisions rapidement. Tu es quelqu'un de flexible qui peut rapidement s'habituer à toutes les conditions. Mais ce n'est pas si avantageux en matière d'amour. Ton assurance peut effrayer les autres. C'est pourquoi tu ne réussis pas toujours à développer des liens forts. La façon dont tu prends les selfies n'est pas anodine non plus. Si tu les prends en contre-plongée, alors tu es une personne agréable. Si tu n'aimes pas révéler ton passé et que tu choisis avec soin l'arrière-plan de tes selfies, c'est que tu es très méticuleux. Si tu souris ou ris en prenant la photo, alors tu es une personne très ouverte. Et enfin, la bouche en canard est typique des personnes un peu névrosées. Parlons maintenant de la façon dont tu manges ta pizza. C'est très important. Commençons par la manière la plus étrange, ceux qui mangent la croûte en premier. Ces personnes, si elles existent, adorent attirer l'attention. Les gens qui mangent leur pizza avec une fourchette et un couteau sont très droits et fiables, et ils aiment respecter les règles. Les personnes qui plient leur pizza avant de la manger sont très efficaces. Ils aiment prendre des risques et s'ennuient facilement. Si tu te contentes de mordre ta pizza sur le côté, tu es un perfectionniste qui aime faire les choses bien. Maintenant, comment écris-tu la lettre X? Étonnamment, il y a jusqu'à 8 façons de le faire. Si tu l'écris des deux premières façons, tu te concentres sur le passé qui te retient et t'empêche d'avancer. Si tu utilises la troisième méthode, tu es probablement un peu rebelle. La quatrième technique signifie que tu es tourné vers l'avenir, mais qu'une partie de toi continue à te retenir dans le passé. La cinquième façon indique que tu es très indépendant et que tu aimes tout faire à ta façon. Si tu l'écris de la sixième manière, tu es un pionnier. La septième méthode est considérée comme la plus efficace et la bonne façon d'écrire la lettre. Donc, si tu le fais de cette façon, tu préfères suivre les normes et tu aimes avoir un équilibre dans ta vie. Et si tu appliques la huitième méthode, alors tu es probablement quelqu'un qui pense hors du cadre. Il est intéressant de noter que la façon dont les enfants réagissent à une personne peut aussi en dire long sur la personnalité de cette dernière. Les petits-enfants ne jugent personne sur leur apparence, leur façon de penser ou leur éducation. Ils sont donc beaucoup plus difficiles à duper que les adultes. Au lieu de cela, les enfants forgent leurs opinions en se basant sur le langage corporel et les expressions du visage des gens qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Donc, si les enfants t'aiment bien, tu dois être quelqu'un de très gentil. Prends-le comme un compliment. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution.
L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux. Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte. Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable. En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions. Une poignée de main à 2 mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, et c'est la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent. Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Et oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim ! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret.
Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie, tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux. Oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Très bien, revenons à la soirée. Lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse qui ne te satisfait pas, essaie de le regarder dans les yeux. Beaucoup de gens commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis. Non, ça ne marche pas si tu demandes à un inconnu de te filer sa voiture en cadeau. Qu'est-ce qui t'a pris ? Lorsque tu as une discussion houleuse et que ton adversaire n'est pas d'accord avec toi, commence à parler plus vite. Ainsi, il n'aura pas le temps de tout assimiler, il devra réfléchir à nouveau et probablement reconsidérer son opinion. Cela fonctionne dans les deux sens. Si une personne est d'accord avec toi, commence à parler plus lentement pour qu'elle puisse évaluer correctement le message. Encore une fois, parler vite ne te permettra pas d'obtenir gratuitement la voiture d'un parfait inconnu. Non mais c'est quoi cette histoire de voiture ? La façon dont tu demandes de l'aide aux gens est importante si tu veux être sûr d'obtenir ce dont tu as besoin. Les gens aiment se sentir importants, alors si tu dis « j'ai besoin de toi », tu as plus de chances d'obtenir cette aide. Pierre, papier, ciseaux est célèbre pour aider les gens à faire des choix difficiles. Il y a un moyen sûr de le gagner. Juste avant le jeu, pose une question aléatoire à ton adversaire, comme « Tu savais qu'on était tous faits de pixels ?» Ton pote sera confus et peu enclin à faire ciseaux. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis, est une combinaison de mots magiques que tu devrais prononcer lorsque quelqu'un te dit « merci » pour quelque chose que tu as fait pour lui. En gros, dis ce que tu veux sauf « pas de problème », ce qui ne fait que dévaloriser le geste gentil de la personne. Certaines personnes ont tendance à oublier les bonnes choses que les autres font pour elles, mais cette phrase les fera se souvenir qu'elles te sont en quelque sorte redevables. Une autre réponse classique est « je t'en prie ». On ne l'entend plus vraiment aujourd'hui. Lire le langage corporel peut t'aider à lire dans les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, soit il cache quelque chose, soit il en a simplement assez de toi. Probablement les deux. Si une personne se touche la bouche, c'est qu'elle vient de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle a un bouton de fièvre. La façon dont les gens s'assoient peut les trahir. Les personnes qui se penchent en avant lorsqu'elles sont assises veulent généralement établir un contact et apprécient leur interlocuteur. Si une personne a plutôt tendance à se pencher en arrière, cela montre qu'elle s'ennuie et n'a pas vraiment envie de parler. Dans tous les cas, tu viens de découvrir quelque chose sur elle. Mais je t'en prie. J'aimerais que tu fasses attention à la distance entre toi et les gens qui t'entourent. Si ton ami s'éloigne quand tu t'approches de lui, ça peut vouloir dire que votre amitié n'est pas réciproque. C'est particulièrement évident lorsqu'on observe des personnes qui parlent en tête-à-tête. Si une personne s'assoit au fond de sa chaise pendant que tu lui parles, c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie ou qu'elle est fatiguée. La politesse freine les gens à couper court à une conversation, même si elle ne leur plaît pas. Si tu remarques ces mouvements chez ton interlocuteur, demande-lui s'il va bien ou s'il a besoin d'une pause. Si quelqu'un t'approche alors même que tu t'es écarté, cela peut signifier que cette personne veut te dominer dans la relation ou te convaincre de quelque chose. L'orientation du corps représente la position de ton interlocuteur par rapport à toi pendant une conversation. C'est révélateur. On peut découvrir qui ou ce qui nous intéresse réellement. En général, on considère que croiser les bras pendant que l'on parle est un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. C'est valable aussi pour les jambes. Si tu veux renvoyer une image de confiance et d'amabilité, essaye de te tenir debout sans croiser les bras ou les jambes. Croiser les bras en mettant les mains sous les aisselles est un signal négatif. C'est une position que l'on prend en général lorsqu'on est de mauvaise humeur ou en colère.
Plus les mains sont hautes, plus les gens vont te percevoir comme énervé. Comme les animaux, les humains ont un comportement dit territorial. Une personne riche et haut placée va avoir tendance à occuper plus de place. Elle va s'asseoir très confortablement dans sa chaise, mettre ses pieds sur la table, ouvrir ses bras et ses jambes, s'étirer en public, etc. Les personnes qui sont à l'aise n'hésitent pas à occuper de l'espace, alors que les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes cherchent toujours à occuper moins de place. Elles rétractent leurs épaules et tiennent leurs mains près du corps. Lorsque les gens tiennent leur boisson ou leur portable à hauteur de leur poitrine, ça peut signifier qu'elles veulent se protéger du monde. Les gens qui tiennent ces objets au niveau de la taille sont généralement des personnes ouvertes et qui se sentent en sécurité. Si les paumes des mains sont tournées vers le haut, cela peut signifier inconsciemment que la personne est en train de suggérer ou de demander quelque chose. Les paumes ouvertes représentent l'honnêteté, la sincérité et la loyauté. Au contraire, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, elles indiquent le mécontentement et l'exigence. Si une personne acquiesce excessivement pendant que tu lui parles, c'est peut-être qu'elle considère le sujet de ton discours ennuyant ou déplaisant. Les gens acquiescent trop souvent lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait dans un moment de stress, comme le premier jour de travail ou lors d'une première rencontre avec quelqu'un de spécial. Si ce geste est accompagné d'un clignement des yeux fréquent, ça peut indiquer que la personne est impressionnée par l'autorité de son interlocuteur et qu'elle veut faire bonne impression. Quand quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton inconscient veut s'assurer que tu sois au top. Il se peut que tu te recoiffes ou que tu remettes les vêtements ou tes accessoires en place. Souvent, les gens ont tendance à prendre des poses plus gracieuses et à chercher des miroirs ou toute autre surface réfléchissante. Certaines personnes vont se tripoter la peau ou se lécher les lèvres. Si tu remarques quelqu'un qui fait tous ces gestes pendant que tu lui parles, ne te fais pas trop d'idées non plus. Tu n'es peut-être pas l'objet de leur affection. Il s'agit peut-être simplement d'une personne perfectionniste qui veut être belle aux yeux des autres. Quand quelqu'un force un sourire, tu remarqueras que les yeux, eux, ne sourient pas. Les sourires forcés ne sont pas communicatifs, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La situation peut se détendre avec une bonne blague. Une mâchoire contractée est un signe d'anxiété. Tu ne le remarques pas forcément, ce n'est pas conscient. Si tu rencontres quelqu'un dont la mâchoire est contractée, c'est peut-être qu'il pense à quelque chose de stressant. Sache qu'il n'existe pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un visage symétrique, c'est probablement un robot. Les émotions fausses se manifestent de manière asymétrique, soit avec un sourcil levé, soit avec un sourire tordu. Quand quelqu'un ressent de fortes émotions mais essaye de rester calme et posé, il se peut qu'il ou elle cligne d'un œil. Rougir est une réaction généralement involontaire et causée par des émotions intenses comme la gêne, la timidité, la culpabilité ou l'amour. Ces déclencheurs émotionnels forcent le corps à produire de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Une personne qui réagit comme ça veut probablement éviter d'attirer l'attention ou elle a peur que ses secrets soient révélés. Une personne réellement concentrée sur une conversation ne bouge pas les mains. Si tu remarques que ton interlocuteur tape son poing sur la table ou sur sa chaise, pendant que tu lui parles, tu n'as probablement pas attiré son attention. Si quelqu'un te dit des mots doux en serrant les poings instinctivement, sache que cette personne est probablement en train d'exagérer ses propos, de mentir ou qu'elle essaie de dissimuler son énervement. Pencher la tête sur le côté est considéré comme un geste de sympathie. Les artères qui apportent l'oxygène au cerveau se situent dans le cou. Les personnes qui se sentent en danger vont instinctivement vouloir protéger ces artères en rentrant la tête dans leurs épaules. Les gens qui penchent la tête sur le côté paraissent plus attirants et dignes de confiance parce que c'est un geste qui transmet de la sympathie. Quand tu arrives à une fête, il se peut que tous les regards soient rivés sur toi. Garde les yeux bien ouverts pour montrer que tu es ouvert aussi. Quand tu souris, entrouvre légèrement la bouche. Si tu souris trop, certaines personnes vont penser que tu souris faussement. C'est l'heure de saluer tout le monde. Souviens-toi qu'une poignée de main toute molle peut être considérée comme une insulte. La poignée de main est la première impression, elle est importante.
Si tu as une poignée de main ferme, les gens vont penser que tu es ouvert et sociable. Les personnes qui ont une bonne poigne ont plus de chances d'obtenir du travail. Et non, personne n'aime toucher des mains froides, donc réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont les gens te serrent la main peut te permettre de déceler leurs intentions. Une poignée à deux mains indique que tu peux faire confiance à ton interlocuteur. Si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule en te serrant la main, c'est probablement qu'il ou elle manque de capacité de communication. Essaye de complimenter tes interlocuteurs. Selon les psychologues, tout ce qu'on dit influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un et que tu lui dis qu'il est beau, il va inconsciemment commencer à t'apprécier. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu te plains du comportement de quelqu'un qui ne serait pas gentil, les gens vont commencer à penser que c'est toi qui n'es pas gentil. Pour fédérer encore plus de personnes autour de toi, essaie d'utiliser la technique du miroir. Il faut simplement copier et reproduire le langage corporel de la personne qui est en face de toi. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. En ce qui concerne le langage corporel, attention à la posture. Ton menton doit être parallèle au sol et les épaules bien en arrière. Quand tu t'assois, croise les jambes, ça aide à avoir une bonne posture. Toucher constamment les gens n'est pas une bonne idée, mais un léger contact peut rassurer tes interlocuteurs sur ton compte. Tu peux leur donner une légère tape sur le dos ou leur toucher le bras, mais rien d'exagéré, entendons-nous bien. Une recherche a montré que les serveurs qui utilisaient cette technique obtenaient des pourboires plus importants. Et une bonne astuce! Pour faire en sorte que quelqu'un t'apprécie encore plus, confie-lui un secret. De préférence quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Ça marche dans l'autre sens aussi, mais ton ami doit être sûr que tu ne craches pas le morceau. La fiabilité est aussi indispensable que la loyauté et l'honnêteté. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse négative, essaye de regarder la personne dans les yeux. Les personnes sentent alors que quelque chose ne va pas et peuvent changer d'avis. Si tu discutes de manière animée avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, parle plus vite. C'est une façon d'empêcher ton interlocuteur de tout saisir et il devra repenser à sa position et changera probablement d'avis. C'est valable dans l'autre sens aussi. Si une personne est d'accord avec toi, parle plus lentement pour lui permettre d'évaluer correctement le message. La lecture du langage corporel permet de déceler les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, il cache quelque chose ou il commence à en avoir marre. Les deux probablement. Quand quelqu'un se touche la bouche, c'est qu'il a peut-être dit quelque chose qu'il ne pensait pas, ou qu'il a un bouton de fièvre. Les gens prennent souvent des décisions de manière automatique, et ce, à cause d'un comportement habituel, qu'ils ont probablement formé dans l'enfance. On ne choisit pas ces automatismes. Même une personne qui a grandi dans un milieu aisé pourrait donner l'impression du contraire. Par exemple, aspirer à la réussite sans se soucier des conséquences. Ça peut paraître bien, mais est-ce que ça l'est vraiment? Voici ma liste. Numéro 1. Acheter des cadeaux chers. Le sentiment de pauvreté peut hanter une personne toute sa vie, même si celle-ci a gagné de l'argent entre-temps. Souvent, la personne a honte de ses origines humbles. Pour prouver que ses finances vont bien, elle va offrir des cadeaux chers, des choses qu'elle ne se serait jamais achetées pour elle-même. Numéro 2. Être impulsif. Une personne pauvre va avoir tendance à investir dans des startups ou des plans peu fiables. Inconsciemment, elle pense qu'elle n'a rien à perdre et se jette corps et âme dans de gros investissements qui vont, soi-disant, la rendre riche. Placer son argent n'est pas une mauvaise chose. Beaucoup de gens le font et réussissent. Mais ils calculent le pour et le contre et ne le font pas de manière impulsive. De plus, leurs investissements ne les laissent pas sur la paille. C'est ça la différence. Numéro 3. Conserver la nourriture périmée. Les personnes qui ont grandi dans la pauvreté peuvent avoir souffert de la faim. C'est pourquoi, une fois adultes, elles n'arrivent pas à jeter de la nourriture, même périmée. Ce réflexe d'accumulation peut s'étendre à d'autres domaines. Elles vont garder certains objets que d'autres considéreraient comme des déchets. Un vieux vélo cassé, des vêtements de la mauvaise taille ou couverts de taches, et ainsi de suite. Quand on grandit sans rien, on a du mal à se débarrasser de ce qu'on a. Numéro 4. Dépenser très vite. Le salaire est versé sur le compte et hop, il est dépensé aussi vite. Rien de bien nouveau, n'est-ce pas? Les personnes pauvres dépensent tout leur argent le plus vite possible. Car au fond, elles ont très peur qu'il disparaisse. Elles ne s'en aperçoivent même pas, c'est un réflexe instinctif.
Au lieu de penser à comment bien employer cet argent ou à le mettre de côté, elles font des choses comme numéro 5, des achats inutiles. Souvent, les personnes qui ont grandi dans la pauvreté ne sont pas les mieux placées pour planifier un budget. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément gérer son argent en trop quand on n'a pas d'argent du tout. Une fois adultes, ces personnes font des achats inutiles sans penser aux conséquences. Elles veulent montrer qu'elles ne sont plus pauvres. Par exemple, certaines souscrivent un crédit pour acheter des gadgets dernier cri dont elles n'ont vraiment pas besoin. Les personnes qui réussissent gaspillent rarement de l'argent pour acheter des objets chers. Si elles font de grosses dépenses, c'est vraiment pour des choses nécessaires, comme pour un investissement. Numéro 6, avoir honte des cadeaux. Les personnes qui grandissent dans des familles pauvres ont honte lorsqu'on leur offre des cadeaux. Elles peuvent voir ça comme un rappel de leur condition de pauvreté. Tiens, profite d'un repas payé par ta boîte vu que tu es pauvre. Ce n'est clairement pas ça qu'elles devraient entendre. Mais leurs complexes leur font comprendre ces offres de travers. Les personnes avec ce genre de pensée préfèrent payer pour ce qu'elles obtiennent, parce qu'elles veulent montrer qu'elles peuvent se le permettre. Un modèle se dessine, non ? Numéro 7, éviter les prélèvements automatiques. Les personnes qui ont grandi sans argent ne peuvent pas accepter que leur argent soit prélevé à leur insu. Ça ne veut pas dire qu'elles n'effectuent aucun paiement, elles doivent juste cliquer sur « Payer » elles-mêmes. Elles veulent pouvoir contrôler qui prend leur argent et pourquoi. En plus, elles peuvent penser qu'elles auront besoin de cet argent pour autre chose, pour une urgence. C'est pour ça qu'elles ont aussi tendance à tout régler au dernier moment. Numéro 8, se résoudre à faire des métiers qu'elle n'aime pas. Une personne qui a grandi dans la pauvreté va accepter n'importe quel poste du moment qu'elle est payée. Elle peut même se spécialiser dans un métier qu'elle n'aime pas. C'est généralement les parents qui veulent absolument que leurs enfants deviennent riches et qui choisissent pour eux des carrières prometteuses, même si elles ne leur plaisent pas. Mais comment peut-on avoir du succès dans un travail qu'on n'aime pas ? Ça pourrait être dû à... Numéro 9, l'éternelle poursuite de l'argent. Réussir ne veut pas forcément dire être riche, même si c'est agréable quand les deux vont de pair. Pour certains, la réussite, c'est avoir une famille heureuse et en bonne santé. Pour d'autres, c'est transformer leur passion en un métier. Mais pour les personnes qui ont une mentalité de pauvre, la réussite correspond toujours à des tonnes d'argent et plein d'objets chers. Elles feraient n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent, la richesse. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Numéro 10, remettre les choses au lendemain. Voyons où est le problème. Vouloir devenir riche du jour au lendemain peut pousser les gens à la procrastination. Pourtant, il est impossible de gagner de l'argent sans rien faire. Ces personnes ont tendance à beaucoup se plaindre dans l'attente du jour où elles deviendront millionnaires. Si en plus elles n'aiment pas leur métier, c'est difficile pour elles d'être motivées chaque jour. Numéro 11, paniquer au sujet de l'économie. Les prévisions d'effondrements économiques et de crise peuvent effrayer certaines personnes. Par peur de perdre tout ce qu'elles ont, elles restent collées devant la télé. C'est sûr, ça fait peur, mais leur vie ne changerait pas tant que ça en cas de récession. Il me reste encore quelques habitudes à perdre. Numéro 12, ne pas planifier les journées à l'avance. Écrire une liste de choses à faire dans la journée et la respecter. Faire des listes juste pour le plaisir d'écrire ne sert à rien. Il faut être consciencieux et comprendre ce qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Dès qu'on en prend conscience, chaque chose trouve sa place et on se rend compte que le temps est le meilleur des investissements. Numéro 13, ne pas faire attention à sa santé. Travailler jour et nuit, ne pas dormir, manger des plats tout prêts, tout ça pour atteindre des objectifs de carrière et améliorer sa situation économique. On pense souvent que les gens qui font ça sont des bosseurs. D'accord, mais à quel prix ? Il faut toujours s'occuper de sa santé. On travaille beaucoup mieux quand on est en bonne santé. Les personnes riches ont l'habitude de consacrer au moins 30 minutes de leur journée à une activité physique. Cette habitude permet vraiment d'augmenter la productivité. Oublie le café. Numéro 14, oubliez le développement personnel. Les personnes qui réussissent ont toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. Rien d'ennuyant dans tout ça, ça peut même être sympa. Il faut essayer de faire des choses utiles une fois rentré du travail. Choisir un hobby, s'inscrire à un cours, il en existe des gratuits et ce n'est pas une honte. Développer ses compétences. La lecture est une des activités préférées des riches. Numéro 15, se réveiller au dernier moment.
Les personnes qui réussissent se réveillent 1 heure ou 2, voire 3 heures avant d'aller travailler. Les gens qui n'aiment pas leur travail, ils se réveillent au dernier moment, prennent un petit déjeuner sur le pouce et s'en veulent d'arriver en retard. C'est un gros stress pour le corps et impossible de trouver du temps pour le développement personnel de cette façon. Il faut essayer de prendre son temps le matin, se lever tôt, faire un peu d'exercice. Lire, planifier sa journée, sa semaine ou carrément son année. Comme ça, on arrive au travail au mieux de sa forme. Et si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo aujourd'hui, clique sur j'aime et partage avec tes amis. Voilà d'autres vidéos cool qui pourraient te plaire. Clique à droite ou à gauche de l'écran et profite des moments sympas de la vie. Se réveiller le matin est une chose. Sortir du lit en est une autre. Comment faire? Et que se passe-t-il si tu attrapes ce verre d'eau sur la table de chevet dès que tu te réveilles? Savais-tu que près de 70% de ton cerveau est rempli d'eau? Quand tu bois de l'eau, c'est censé améliorer tes aptitudes cérébrales. Sans eau, tu es un peu comme une voiture qui roule sur la réserve. La déshydratation te donne l'impression d'être fatigué, asséché et sans vie. Alors commence ta journée du bon pied en buvant un bon verre d'eau ou même 2. Boire de l'eau l'estomac vide enclenche ton métabolisme. Ajouter 1 ou 2 tranches de citron dans l'eau est encore mieux. L'eau aide à éliminer les toxines de ton corps et facilite la perte de poids. Et tu peux la boire pendant que tu es encore au lit, ce qui n'est pas négligeable. Des recherches ont montré que faire son lit le matin est bénéfique. Ce sera l'une de tes premières réalisations de la journée. Tu ne gagneras pas un prix Nobel pour ça, mais tous les exploits ne sont pas récompensés par une médaille. Quelque chose d'aussi simple que de faire ton lit peut réduire ton stress. Et ce n'est pas tout, cela peut te permettre d'augmenter ta productivité tout au long de la journée. De plus, ta chambre aura l'air plus propre. Certaines personnes méditent dès leur réveil et apparemment, elles se sentent bien après. Des recherches montrent que 10 minutes de méditation par jour peuvent améliorer la concentration. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. Elle est censée stimuler le cerveau et la mémoire à long terme. La méditation aide les personnes qui se sentent anxieuses ou tristes à se sentir mieux. Et si tu te sens déjà bien, elle peut rendre les choses encore meilleures. Et si une seule journée se déroulait comme prévu? Ce serait génial, n'est-ce pas? Mais pour que les choses se passent comme prévu, il faut qu'il y ait, oui, tu l'as deviné, un plan. Alors, que dirais-tu de prendre quelques minutes le matin pour organiser tes pensées? Ainsi, tu n'oublieras pas de faire quelque chose d'important et tu choisiras probablement un meilleur ordre pour toutes les choses que tu dois faire. Et faire un plan, même pour s'amuser, ça fonctionne aussi. Une fois que tu auras organisé ta journée, tu auras plus de chances de t'attaquer aux choses importantes en premier. De cette façon, tu seras beaucoup moins stressé par la suite et tu te sentiras bien quand tu auras rayé les tâches accomplies de ta liste. Maintenant, commence à bouger et à groover. Attends, ça fait un peu trop de groove avant midi. Alors, contente-toi de bouger. Quand tu fais de l'exercice, tu te sens plus énergique et plus éveillé. Le type d'exercice que tu fais n'a pas d'importance, tant que tu le fais correctement. Cours, marche, nage, fais des pompes ou du vélo, tout est bon tant que c'est de l'exercice. Ensuite, tiens un journal. Quoi que tu ressentes, couche-le sur le papier. Tu apprendras à mieux te connaître et cela peut t'aider à surmonter tes émotions négatives. Dans ce journal, tu peux aussi écrire des choses dont tu es reconnaissant, ce qui est un bon moyen de te remonter le moral. Et c'est là qu'écrire son journal le matin te donne un avantage. Ta journée n'a pas encore commencé, mais tu te sens déjà reconnaissant et positif. Tu peux aussi utiliser ton smartphone bien aimé pour écrire ton journal. Prendre une douche froide le matin te réveillera à coup sûr. Et cela libérera ton esprit et augmentera ton niveau d'énergie. La douche froide est aussi connue pour rendre les gens plus résistants au stress. Et tu pourras impressionner tes amis en sautant dans une rivière glacée lors de votre prochaine randonnée en montagne. As-tu déjà entendu la phrase « tu es ce que tu manges » ? Bien sûr, tu ne vas pas te transformer en beurre de cacahuète. Pas encore. Mais prendre un petit déjeuner sain est une excellente façon de commencer la journée. Les chercheurs affirment que les céréales complètes et les avocats améliorent la circulation sanguine vers le cerveau, tandis que les framboises et les bleuets peuvent t'aider à contrôler le stress. Quand tu planifies ton menu de petit déjeuner, pense aux fruits secs. Les amandes et les noisettes sont pleines de vitamine E et sont excellentes pour la santé du cerveau, surtout quand on vieillit. Des recherches affirment que les graines de citrouille sont aussi excellentes pour... Attends, de quoi parlions-nous ? Passe-moi ces noisettes. Les écureuils et les marmottes seraient-ils plus intelligents qu'il n'y paraît ? Ils mangent des noisettes sans arrêt. Une autre bonne habitude à prendre est de te lever tôt. Se lever tous les jours vers 5h ou 6h du matin n'est pas si difficile si tu te couches tôt. Les recherches montrent que les gens ont un sommeil de meilleure qualité avant minuit.
Se réveiller tôt le matin te donnera plus de temps pour te concentrer sur ta santé. Et avec plus de temps à ta disposition, tu te sentiras évidemment moins stressé. Quand tu te lèves tôt, tu as tout le temps de planifier ta journée pour la rendre encore plus productive. Avoir une routine matinale fixe t'aide aussi à te sentir moins stressé. Lorsque tu fais quelque chose de façon répétée, cela t'enlève la difficulté de prendre des décisions. Au moins, pour la première heure de ta journée, tu ne perdras pas ton énergie à trouver quoi faire. Prends quelques minutes pour visualiser ta journée parfaite. Assieds-toi, ferme les yeux et imagine une journée où tout se déroule parfaitement bien. Dans ton esprit, rends ta journée aussi productive, heureuse et agréable que possible. Ensuite, quand tu reviendras à la réalité, tu te sentiras plein d'énergie et motivé. Il est aussi crucial de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu appuies sur le bouton snooze tous les matins ? Apparemment, ça fait plus de mal que de bien. Lorsque ton réveil se déclenche, il brise ton cycle de sommeil. Donc, obtenir quelques minutes supplémentaires de sommeil ne te procure pas plus d'énergie. C'est tout le contraire. Vérifier ton téléphone dès le réveil est aussi à proscrire absolument. Tu commenceras la journée en ayant l'impression d'avoir raté des choses qui se sont passées pendant ton sommeil. Un esprit sain n'a pas besoin de stress excessif, alors laisse ce téléphone tranquille. Une autre chose à éviter est la télévision. Mets plutôt de la musique à ton réveil. Cela donnera le ton de ta journée productive. Tu peux choisir la voie de l'apaisement pour calmer ton esprit ou peut-être quelque chose d'un peu plus énergique pour te réveiller. Certaines personnes essaient plusieurs tenues le matin. Et maintenant, tu as une montagne de vêtements sur ton lit et tu es stressé pour commencer ta journée. Et si tu finis par avoir l'impression d'avoir mal choisi, ta confiance en toi peut en prendre un coup. Il est généralement préférable de planifier à l'avance. Avant d'aller au lit, prépare tes vêtements pour le lendemain. Tu seras plus détendu le matin. Ou bien tu peux faire ton Steve Jobs et acheter un tas d'exemplaires de la même tenue. Ne mange pas de sucre le matin. Il ne te remplit pas et il te donne un soudain coup de fouet énergétique que ton cerveau n'est pas prêt à gérer. Ce pic d'énergie n'est que temporaire. Le temps que tu sortes de chez toi, tu te sentiras à nouveau affamé ou fatigué. Pire encore, le sucre te rend nerveux. Et certaines études affirment qu'un excès de sucre peut rendre une personne plus triste avec le temps. D'autres recherches expliquent que la consommation de sucre rend l'apprentissage et la mémorisation plus difficiles. Mais heureusement, tous les sucres ne sont pas égaux. Mange des fruits frais et si tu dois sucrer ton café, utilise du sucre de noix de coco ou du sirop d'érable. Ce sont des sucres plus complexes qui mettent plus de temps à être digérés par le corps, donc l'apport d'énergie sera plus régulier et plus durable. Celle-ci est un peu délicate. Chaque matin, pense à quelque chose que tu veux faire avec impatience. Il n'est pas nécessaire que ce soit épique, tu dois juste trouver quelque chose pour te sortir de ce lit confortable et douillet. Un morceau de chocolat que tu as laissé au travail, voir tes amis, rire de la nouvelle coupe de ton patron, n'importe quoi. Tu connais l'expression « fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses » ? Quand tu te lèves, souris, même si c'est la dernière chose que tu as envie de faire. En fait, ton cerveau n'est pas très malin. Il ne peut pas toujours faire la différence entre un faux sourire et un vrai. Quand tu souris, ton cerveau pense que tu es heureux, puis il libère des substances chimiques pour que tu te sentes plus heureux. Habile ! Et enfin, laisse entrer la lumière naturelle du matin. Sentir la vraie lumière du soleil sur ton visage te donne l'impression d'être bien réveillé, et cela dira à ton corps qu'il est temps de se lever. Sur ce, passe une bonne journée. Tu veux devenir riche ? Ou bien tu veux peut-être simplement mieux gérer ton argent ? La solution ne consiste pas à trouver un trésor englouti ou à gagner un jeu télévisé. Il suffit de changer certaines habitudes simples que beaucoup de gens partagent. Tu dépenses de façon excessive et superficielle. Cela englobe à la fois les gros achats et les petits que tu remarques à peine. Le fait est que tous ces achats finissent par représenter une somme importante. Par exemple, mettons toutes tes factures dans un sac à dos. Un abonnement à un service de streaming ne pèse pas lourd. Mais ajoute 2 abonnements à des salles de sport et ce sac commence à devenir plus lourd. Tu es sorti dîner hier soir, mais tu as aussi commandé un plat à emporter les 3 soirs précédents. Tu commences à sentir la pression ? Tu viens d'acheter la nouvelle guitare que tu voulais. Pas de problème, tu as économisé pour l'acheter et tu as encore de la place dans ton sac à dos. Mais tu as aussi acheté quelques petites choses en plus. De nouveaux vêtements, des bandes dessinées, tu es allé chez le coiffeur. Maintenant, ton sac est trop lourd et tu n'arrives plus à le porter. Tu as toutes ces choses que tu voulais, mais tu es coincé. Bien sûr, il faut bien dépenser pour acheter de la nourriture, des nouveaux vêtements et les choses qui te rendent heureux. Mais d'abord, tu dois établir un budget.
Une astuce simple consiste à créer un tableau ou une feuille de calcul et à indiquer combien d'argent tu gagnes chaque mois. Décide de la somme que tu dois dépenser pour les produits essentiels et combien tu souhaites économiser afin de rester sur la voie de ton objectif financier. Tu auras alors un aperçu clair de l'argent qu'il te reste à dépenser. Il est important de savoir ce que tu peux te permettre et quand. Demande-toi si tes vieilles baskets peuvent durer encore un mois avant d'en acheter une nouvelle paire, ou si les gens peuvent encore endurer un peu ta frange avant de te faire couper les cheveux. En même temps, il est important de ne pas se priver de ce que tu peux te permettre. Tu te concentres trop sur le fait d'économiser de l'argent. As-tu déjà fait un régime difficile et fini par retomber dans des habitudes alimentaires malsaines ? C'est généralement le résultat quand on est trop dur avec soi-même ou qu'on a trop d'attentes. Après tout, nous méritons tous de nous faire plaisir de temps en temps. On peut dire la même chose des économies. Une friandise ou un dessert par jour peuvent t'aider à respecter ton régime. De même, une dépense occasionnelle peut atténuer le stress lié à la réalisation d'un objectif financier. Mettons que tu ne manges que de la salade et des légumes depuis 3 jours. Ton ventre gronde et tu as envie de ce gâteau au chocolat que ta colocataire vient de préparer. Tu finis par céder. Tu n'en peux plus. Tu engloutis une part de gâteau, mais maintenant que tu as raté ton régime, autant en prendre une autre. Avant de t'en rendre compte, tu as mangé tout le gâteau. Se fixer des objectifs peut être une tâche difficile. Plus l'objectif est complexe, plus il est facile de déraper et de se sentir découragé. Et lorsque tu es découragé, il est difficile de ne pas abandonner complètement. Mais n'abandonne pas. T'autoriser une et une seule part de gâteau par jour rendra ton régime beaucoup plus facile. Alors, fais-toi plaisir, va voir un film avec un ami ou achète ces nouvelles baskets dont tu rêves, mais assure-toi de respecter ton budget. Tu compares tes finances avec celles des autres. Ton voisin d'à côté a une grande maison chic, une belle piscine et un écran géant. Tu te dis probablement « Pourquoi n'ai-je pas une grande maison comme la sienne ?» D'un autre côté, le voisin d'en face a une maison plus petite et une vieille voiture. Tu te rassures sur ta situation financière. Après tout, ça pourrait être pire, n'est-ce pas ? En réalité, que les gens autour de toi soient plus riches ou plus pauvres, cela ne signifie pas nécessairement que tu es mieux ou moins bien loti qu'eux. Comparer ta richesse à celle des autres ne t'aidera pas à atteindre tes propres objectifs financiers. Cela ne fera que te distraire. Ne perds pas de temps à te concentrer sur ce que tes voisins ont ou n'ont pas. Occupe-toi simplement de tes objectifs. Imagine un plan qui fonctionne pour toi et passe à l'action. Peut-être que dans 10 ans, tu auras une maison encore plus grande que celle de ton voisin d'à côté. Ce n'est pas important, ce n'est pas une compétition. Tout ce qui compte, ce sont tes propres objectifs. Nous suivons tous le chemin unique que nous avons tracé. Tu refuses le changement alors que tu pourrais gagner plus. S'installer dans un emploi stable avec un salaire confortable et gravir lentement les échelons était autrefois la norme pour la plupart des gens. Bien sûr, tu te mets dans une routine confortable. Tu vas au travail, tu impressionnes tes responsables, tu reçois ta paye et tu fais la fête avec tes amis le week-end. Cela semble assez simple. Mais ce n'est peut-être pas forcément une bonne chose pour toi. Peut-être que tu te lasses de cette routine, et peut-être que tu ne te mets pas au défi d'atteindre tes désirs et ton potentiel. Aujourd'hui, la vie ne se résume pas à la routine du lundi au vendredi. Avec tant d'opportunités sur le marché du travail, il n'est pas rare que les gens cherchent de nouveaux parcours professionnels jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment et pour lequel ils sont doués. Par exemple, tu as peut-être un emploi d'enseignant, mais tu aimes les animaux et tu aimerais faire carrière en tant que vétérinaire. Bien sûr, obtenir un nouveau diplôme et se lancer dans ce secteur peut être un défi. Mais, au final, tu seras peut-être plus heureux et tu gagneras probablement plus en faisant quelque chose qui te passionne. Changer ces vieilles façons de penser s'applique aussi à ta façon d'agir lorsque ta situation financière change. Tu viens d'obtenir une grosse promotion au travail que tu aimes, et cela s'accompagne d'une généreuse augmentation de salaire. Cependant, tu vis toujours selon tes anciens moyens, en faisant toutes les tâches ménagères toi-même et en cuisinant des pâtes bon marché pour le dîner afin d'économiser chaque centime. Apprends à changer de perspective et à adapter ton mode de vie à tes revenus. Si tu peux te le permettre, tu l'as mérité, et te faciliter la vie ne fera que rendre ta vie professionnelle plus agréable. Tu te concentres sur le prix. Tu connais la chanson Price Tag de Jessie J où elle dit que tout n'est pas une question d'argent ? Eh bien, en ce qui concerne notre vidéo, c'est un peu le cas, mais tout ne se résume pas au prix des choses. Tu te souviens de la guitare pour laquelle tu économisais ? Eh bien, tu as maintenant tes économies en poche et tu es au magasin de musique, prêt à l'acheter.
mais tu regardes l'étiquette de prix et tu hésites. Bien sûr, tu as assez d'argent, mais tu pourrais aussi dépenser moins pour une guitare moins chère et faire des économies. Tu achètes donc la guitare la moins chère du magasin et tu mets le reste de l'argent sur ton compte d'épargne. Mais quand tu rentres chez toi, ta guitare ne s'accorde pas correctement et sonne très mal. C'est un exemple de gaspillage d'argent que tu avais pourtant laborieusement économisé. Il vaut mieux acheter une fois cher que 2 fois bon marché. Lorsque tu fais un achat, la valeur ne vient pas de ce que tu as économisé ou de ce que tu as dépensé. Elle vient de ce que cela représente pour toi. Ne pense pas à ce que tu perds. Pense à ce que tu gagnes. Et n'oublie pas de respecter ton budget. Tu devras peut-être économiser plusieurs mois pour la guitare que tu veux, mais achète-la quand tu auras atteint ton objectif. Si tu es musicien, considère cela comme un investissement. Une bonne guitare t'aidera à faire des concerts et à avoir un retour sur investissement. C'est de l'argent intelligemment dépensé. Et si tu cherches à gagner de l'argent intelligemment, tu devrais réfléchir à l'endroit où tu le places. Même si tu préfères le laisser à la banque, réfléchis au meilleur placement pour générer des intérêts. Tu dépenses l'argent que tu n'as pas. De nos jours, il y a plus d'options et de services que jamais pour dépenser l'argent que tu n'as pas encore. Des cartes de crédit au site web Acheter maintenant, payer plus tard, tu peux rentrer chez toi avec cet objet coûteux qui te faisait envie au magasin et avec la possibilité de le payer ultérieurement. C'est peut-être une option plus abordable pour certains, afin de gérer leurs dépenses de luxe, mais cela peut vite devenir incontrôlable si tu ne fais pas attention. Tu viens de t'acheter cette nouvelle guitare. Elle était chère, mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de payer le montant total aujourd'hui. Tu peux le rembourser au cours des prochains mois. Maintenant, tu as encore de l'argent à dépenser, des objets plus chers à acheter et plus de dettes sur ton compte. Tu rentres chez toi avec tous tes nouveaux bibelots et tu n'as dépensé qu'un quart du prix total pour chacun d'eux. Mais maintenant, tu dois effectuer ce même paiement tous les mois et l'avenir est toujours incertain. Tes amis pourraient prévoir une sortie spontanée ou tu pourrais recevoir une facture inattendue. Tu pourrais te débrouiller, mais tu pourrais aussi avoir du mal à atteindre tes objectifs financiers dans les prochains mois. Il est toujours préférable d'éviter de dépenser de l'argent que tu n'as pas, sauf si tu peux établir un budget à l'avance avec certitude. Économiser de l'argent et se fixer un objectif financier est un jeu délicat. Et il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire qui peuvent t'aider à gagner l'argent que tu veux. Mais, comme tout dans la vie, le plus important est ta santé et ton bonheur. Alors, fixe-toi des objectifs, fais un budget qui te convient et assure-toi de te faire plaisir quand tu peux te le permettre. Cela peut parfois sembler impossible, surtout quand tu as l'impression d'avoir du mal à joindre les deux bouts, ou que tu n'arrives pas à laisser ton argent à la banque. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là. Les finances sont une chose difficile à maîtriser. Que tu payes ton loyer, tes factures, ta nourriture ou tes loisirs, la vie peut être chère. Mais ne t'inquiète pas, avec ces conseils, tu devrais t'en sortir. Les gens riches préfèrent ne pas parler d'argent en public et ne s'en plaignent jamais, ni en public ni en privé. Ceux qu'ils font ne sont généralement pas parfaitement à l'aise avec leurs finances. Ces personnes sont prêtes à gaspiller leurs 500 derniers euros pour une nouvelle paire de chaussures branchées et à se retrouver avec un billet de 10 euros dans leur portefeuille. Les nouveaux riches ont tendance à frimer, à étaler leur richesse et à mener une vie aussi luxueuse que possible. Tandis que ceux qui ont de l'argent de famille sont beaucoup plus modestes et posés. C'est la raison pour laquelle il est possible que tu sois assis juste à côté d'une personne extrêmement riche qui possède une entreprise de plusieurs milliards d'euros et que tu n'en aies pas la moindre idée. Les gens riches se soucient souvent davantage des choses immatérielles que de ce que l'on peut acheter. Ils apprécient l'intimité et le confort. C'est pourquoi tu ne pourras probablement jamais deviner à quel point une personne est riche. Bien sûr, il y a ceux qui ont fait fortune grâce à leur notoriété, et par conséquent à l'absence de vie privée. Mais ils ne représentent qu'environ 3% des riches. Les riches se concentrent sur ce qui est à l'intérieur, pas à l'extérieur, et se soucient beaucoup de leur santé. Des dents parfaites, une police et sans tache, une bonne posture. Ils ne sont pas franchement attirés par les pièces bling-bling, mais préféreront plutôt, par exemple, avoir des dents parfaites. Ils se soucient aussi beaucoup de leurs ongles. Il y a donc peu de chances que tu vois une dame vraiment riche avec des ongles mal entretenus. Elles préfèrent que leurs ongles soient neutres, parfaitement coupés et bien soignés. Une autre chose qu'une personne riche ne ferait jamais, de dépenser du temps pour économiser de l'argent. Les riches savent que le temps est la ressource la plus précieuse qui soit, alors elles ne font pas d'économie sur ce point.
Les pauvres ne paient jamais pour quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Ils réfléchissent toujours à 2 fois avant de confier une tâche à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'une réparation de voiture, d'une manucure ou même d'une coupe de cheveux. Les personnes vraiment riches, elles, ne se donnent même pas la peine d'y penser. N'oublie pas qu'elles valoriseront toujours leur temps précieux à l'argent. En ce qui concerne les vêtements, il est peu probable que tu vois beaucoup de marques s'étaler sur des personnes riches d'un certain âge. Les marques de luxe se concentrent désormais sur la jeune génération dont la priorité est de se faire remarquer. Même s'ils ont dû économiser l'argent de leur déjeuner pendant 6 mois avant de pouvoir s'offrir ce tout nouveau sac de marque. Acheter un bien que tu ne peux pas te permettre n'est jamais une très bonne idée, surtout s'il s'agit d'une chose vraiment très chère. Les prêts et les cartes de crédit dévorent ton budget avec des taux d'intérêt trop hauts. Tu peux penser qu'avoir ton propre logement est moins cher parce que tu n'as pas besoin de payer le loyer. Mais en fait, c'est parfois l'inverse. C'est pourquoi beaucoup de riches préfèrent louer et non acheter. Les chaussures, en revanche, sont probablement l'élément le plus coûteux de leur tenue. Les riches pensent qu'il est important d'investir dans de bons accessoires pour le confort. Par ailleurs, de belles chaussures donnent une toute autre dimension à n'importe quel look. Quoi qu'il en soit, les tenues des personnes aisées sont toujours adaptées à l'occasion. Elles n'en font jamais trop et ne mettent pas leurs plus beaux vêtements juste pour se faire remarquer. S'il s'agit d'une séance de sport, elles portent la tenue adéquate. Si c'est une occasion formelle, elles n'hésitent jamais à porter de splendides bijoux pour compléter leur tenue. Mais elles ne font jamais l'inverse, juste parce qu'un vêtement cher pourrait montrer leur statut d'une manière ou d'une autre. Lorsque les personnes fortunées vont au restaurant, elles regardent rarement les prix. Et d'ailleurs, elles regardent rarement le menu non plus. En général, elles demandent au serveur quelles sont les spécialités ou commandent simplement ce dont elles ont envie. Cette règle peut s'appliquer à presque tous les achats. Il est assez facile de comprendre si tu peux te permettre quelque chose ou non. Si tu t'arrêtes pour te demander si tu peux, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas. Une fois que tu as commencé à regarder les voitures et les immeubles comme s'ils étaient aussi bon marché qu'un nouveau t-shirt, cela signifie que tu es devenu riche. Certaines cartes de crédit peuvent être en métal, et si jamais tu en vois une, elle appartient sûrement à une personne super riche. Des couleurs différentes sont également un bon moyen de montrer quel type de client tu es pour la banque à laquelle tu appartiens. Les frais des cartes en métal commencent à 500 € et peuvent atteindre jusqu'à 5000 € par an. La couleur compte aussi, mais c'est assez évident. Ceux qui veulent être riches, et pas seulement paraître riches, devraient peut-être reconsidérer leurs habitudes financières. Si tu utilises des coupons pour bénéficier de réductions au supermarché, eh bien ce n'est pas le top. Mieux vaut ne pas le faire. Tu risques de finir par dépenser beaucoup plus que ce que tu avais prévu. En 2018, plus de 256 milliards de coupons ont été distribués aux États-Unis. Un article à 200 $ nous semble moins attrayant que celui qui coûtait 400 $, mais qui bénéficiait d'une réduction de 50%. Il se peut que tu sois tout excité en découpant le coupon de réduction et en l'utilisant, en pensant à la bonne affaire que tu viens de faire, mais ne te fais pas avoir. Les coupons nous font dépenser plus, en nous forçant à acheter des choses dont nous n'avions pas réellement besoin. Avant d'aller au supermarché, écris la liste de tes besoins et ne te laisse pas séduire par les réductions. Même chose pour les articles en promo. Ce sont parfois de vraies aubaines, mais si tu achètes quelque chose juste parce que c'est un peu moins cher, réfléchis-y à 2 fois. Les aliments de basse qualité et la junk food ne t'apportent pas suffisamment de nutriments, ce qui te pousse à en vouloir toujours plus. Tu peux rendre tes plats plus savoureux en ajoutant quelques herbes. Essaie de faire du jardinage en faisant pousser des herbes dans des pots sur le rebord de ta fenêtre. C'est aussi une mauvaise idée d'aller faire les courses quand on a faim, et surtout si on le fait plus d'une fois par semaine. La faim te donne envie d'acheter toujours plus, et tu peux parfois être tenté de choisir des produits que tu ne manges pas normalement. Mais tu t'en fiches là, maintenant, tout de suite. Puisque tu es affamé, tu les veux. Certains conseils pour économiser de l'argent peuvent être excellents. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais faire. Les loteries ne vont pas te rendre riche, bien au contraire. C'est le meilleur moyen de jeter ton argent par la fenêtre. Et tu te doutes bien que les millionnaires ne vont pas dans les tabacs du coin juste pour acheter des tickets à gratter. Il y a de fortes chances que tu perdes les 2 € que tu as investis. Oui, cela ne semble pas beaucoup, mais une habitude régulière peut la transformer en une dépense importante. Fais le compte. Si tu achètes 2 tickets à la fois, une fois par semaine, tu dépenseras environ 200 € par an. De l'argent que tu pourrais consacrer à l'éducation, au sport, aux loisirs ou à d'autres projets à long terme. Toutes les autres combines pour s'enrichir rapidement ne fonctionnent pas non plus. Les seules personnes qui se sont enrichies grâce à elles, eh bien, ce sont leurs créateurs. Le café n'est pas l'habitude la plus saine, c'est pourquoi de nombreux millionnaires n'y consacrent pas d'argent, optant pour une eau de bonne qualité ou d'autres boissons. Néanmoins, si tu ne peux pas dire non à ton petit bonheur caféiné du jour, essaie d'acheter un thermos et de préparer ton café à la maison. Tu économiseras de l'argent et préserveras la nature, car les gobelets jetables ne sont pas recyclables.
et il faut environ 20 ans pour qu'il se décompose. Aller dans un café peut être ton rituel quotidien. Mais as-tu déjà compté combien tu dépenses pour ton habitude matinale ? Les millennials dépensent plus de 2000 € par an pour le café, parfois plus que pour leur retraite. Les personnes riches sont responsables et se soucient non seulement d'elles-mêmes, mais aussi de l'environnement. C'est pourquoi il est courant de voir des gens riches avec leur propre bouteille d'eau. Nous avons généralement besoin d'environ 1,5 litre d'eau par jour. Et l'eau en bouteille peut s'avérer assez coûteuse si tu calcules le nombre de bouteilles achetées au cours de l'année. Au total, les gens achètent environ 200 milliards de bouteilles par an. Une bonne bouteille réutilisable avec un filtre te permettra de rester hydraté et riche. En ce qui concerne les habitudes quotidiennes, les riches se soucient beaucoup de ce qu'ils mangent, de sorte qu'ils consomment peu de glucides simples. Nous dépensons beaucoup d'argent pour de petites choses rapides sans même nous en rendre compte. Par exemple, les snacks dans les stations-service ne coûtent peut-être pas grand-chose, mais si tu en prends régulièrement, tu finiras par dépenser beaucoup d'argent. Si tu ne peux pas encore te permettre de déjeuner tous les jours au restaurant, essaie de préparer ton propre repas à la place. Bien sûr, tu peux manger un sandwich rapidos tous les jours ou t'acheter des plats sous vide à réchauffer au micro-ondes. Mais quoi qu'il en soit, un Tupperware contenant des plats cuisinés à la maison sera toujours plus sain et moins cher. Ces astuces peuvent t'aider à économiser des centaines d'euros par mois. La créativité est certainement un signe révélateur de l'intelligence, car pour créer quelque chose de nouveau par soi-même, il faut sortir des sentiers battus. Les personnes créatives font davantage appel au côté droit du cerveau, qui est plus intuitif et visuel, et qui est lié aux arts, à la rêverie et à l'imagination. Donc si tu aimes créer de nouvelles choses, tu es certainement une personne intelligente. La créativité est un phénomène génétique, une chose pour laquelle on dispose d'un potentiel naturel et de l'expérience. Nous avons tous un certain potentiel de créativité, mais il nous faut aussi savoir le développer. Tu aimes te parler à toi-même quand tu fais la vaisselle, quand tu prends une douche, quand tu fais du vélo ou toute autre activité où ton esprit s'égare un peu. Lorsque tu parles à haute voix, tu améliores ta capacité à te maîtriser. Tu es curieux et tu aimes explorer le monde qui t'entoure. Ce n'est pas seulement l'acquisition de compétences aléatoires, mais un véritable désir d'en savoir plus sur le monde qui t'entoure et d'être ouvert à de nouvelles idées, qui jouent un rôle important dans la croissance cognitive. Il existe même un concept appelé quotient de curiosité qui décrit la capacité d'apprendre de nouvelles choses sur le monde et de leur attribuer un sens. Tu es désordonné. Waouh! Alors je suis forcément un génie. Des psychologues ont mené des recherches auprès de 2 groupes de personnes auxquels ils ont demandé de réfléchir à des façons créatives d'utiliser des balles de ping-pong. Le premier groupe devait y réfléchir dans un environnement désordonné, tandis que le second était placé dans un cadre bien rangé. Le premier groupe a mieux réfléchi et a présenté des idées remarquables. Il en va de même pour l'écriture brouillonne. Lorsque les autres peuvent à peine lire ce que tu as écrit, cela signifie que tu es probablement la personne qui fait tout rapidement et efficacement, et qui est très créative. Quelques points de QI supplémentaires sont attribués à un bureau en désordre, mais il est toujours préférable de le ranger de temps en temps. Tu as un bon sens de l'humour. Une étude psychologique a montré que les personnes qui écrivent des légendes de dessins animés drôles et les comédiens professionnels ont un meilleur score d'intelligence verbale. Ne sous-estime pas les bonnes blagues, tu as une bonne capacité de contrôle de soi. Des scientifiques d'une célèbre université américaine ont fait passer à des gens des tests de QI et leur ont proposé d'obtenir l'argent plus tard ou tout de suite, plus tard signifiant un montant plus élevé. Ceux qui ont attendu ont obtenu de meilleurs résultats au test de QI. Cela signifie que lorsque tu pèses lentement et soigneusement les options, tu es plus intelligent. La solitude ne te pose pas de problème. Les amis, la famille, les fêtes, les cafés, les réunions, tu apprécies tout cela, mais tu aimes aussi être seul, faire des plans, établir tes priorités, réfléchir ou simplement profiter du temps pour toi. Tu sais gérer tes émotions. Bien sûr, on ne peut pas toujours se sentir bien. En acceptant que les sentiments sont une partie normale de la vie, on apprend aussi à gérer les émotions complexes, à contrôler son comportement et à s'exprimer sainement. Cela en dit long sur ton intelligence émotionnelle. Tu sais gérer les choses même lorsqu'elles deviennent difficiles et stimulantes. Les personnes intelligentes peuvent s'adapter à des situations ou des changements plus complexes et plus difficiles, même si tout ne se déroule pas comme elles le souhaitent. Ces personnes réagissent aux évolutions, développent leur résilience, n'ont pas peur d'affronter les problèmes et adaptent facilement leur comportement pour traverser les périodes difficiles. Tu as une assez bonne mémoire corporelle. Tu as réussi à te rendre dans ce restaurant dont ton ami t'a parlé, même si tu n'as traversé ce quartier qu'une seule fois il y a quelques années et que tu ne peux pas expliquer comment tu y es arrivé. Tu apprends rapidement des pas de danse compliqués après que ton professeur te les montre une fois et tu as une excellente coordination. Tu es présent, tu observes les détails de ton environnement, tu te souviens des choses. Tu vois les expressions des visages qui t'entourent. Tu observes le comportement des gens sans faire trop d'efforts. Tu as un bon œil pour repérer les schémas. Le fait d'être observateur peut favoriser ta créativité.
Des recherches ont montré que les gauchers ont des compétences spatiales plus rapides et plus précises, une meilleure mémoire de travail et une assez bonne flexibilité mentale. Ils sont également doués pour la pensée divergente. Ce qui signifie que lorsqu'ils réfléchissent à un problème, ils sont ouverts à différentes réponses et imaginent de multiples solutions créatives. Les introvertis sont des personnes qui évitent les endroits bruyants, les grands rassemblements, les fêtes, et qui préfèrent être seuls. Ils aiment passer du temps avec leurs amis les plus proches. Les recherches montrent que plus de 75% des personnes dont le QI est supérieur à 160 sont introvertis. Une étude a montré que l'aîné d'une fratrie avait un QI supérieur de 2 points à celui des plus jeunes. La raison n'en est pas la génétique, mais la dynamique familiale et l'environnement. En effet, le frère ou la sœur aînée reçoit toute l'attention de ses parents, tandis que les plus jeunes bénéficient du tutorat de leurs aînés, ce qui exige une plus grande activité cognitive et améliore l'intelligence. Tu es empathique, ce qui signifie que si un ami partage avec toi ses problèmes, tu es capable de vivre les choses de son point de vue et de ressentir ses émotions. Intelligence émotionnelle. Lorsque tu peux comprendre les sentiments et les expériences des personnes qui t'entourent, il te sera beaucoup plus facile d'identifier tes propres traits de caractère, tes valeurs, tes capacités et tes objectifs. Tu es ouvert d'esprit et tu peux parler à des personnes ayant des points de vue différents. Tu ne te fais pas une propre opinion avant d'avoir entendu plusieurs solutions. Cependant, une fois que tu as formé ton point de vue, tu as tendance à ne plus le changer et tu as de bonnes raisons pour cela. Tu peux aussi avoir des conversations paisibles parce que tu sais lire le langage corporel des personnes qui t'entourent, écouter activement et avec empathie, poser des questions pour mieux les comprendre, les encourager à réfléchir à d'autres perspectives. Tu finis la phrase des autres. Ce n'est pas aussi effrayant que cela peut paraître au premier abord. Cela montre que tu es attentif. Tu ne te considères pas comme une personne particulièrement intelligente. Les psychologues ont découvert que les moins compétents croient souvent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les autres. En revanche, les personnes brillantes ne le font pas remarquer et se concentrent sur leurs limites et la manière de les surmonter. Les scientifiques ont fait l'expérience une fois. Ils ont demandé à des étudiants universitaires de passer un test d'humour, de grammaire anglaise et de raisonnement logique. Ils étaient également censés prédire leurs résultats. Ceux qui étaient sûrs de faire extrêmement bien ont eu les pires résultats, contrairement à ceux qui étaient critiques envers eux-mêmes. Tu es conscient qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas et tu n'as pas honte de l'admettre. Tu es peut-être excellent en mathématiques mais moins bon en musique ou en art. Tu te poses souvent des questions sur les sujets importants, le sens de la vie, l'univers, l'avenir, les questions difficiles à comprendre, ce qui suscite pas toujours des sentiments positifs et peut te rendre plus inquiet. Tu procrastines. Steve Jobs était l'un des plus célèbres procrastinateurs. Et les psychologues affirment que c'est l'un des facteurs les plus importants de l'innovation. Steve Jobs remettait les choses à plus tard en attendant que de nouvelles idées créatives se présentent. La prochaine fois que quelqu'un te dit que tu regardes trop YouTube, réponds simplement que tu procrastines de manière stratégique. Passons à autre chose. D'accord, la procrastination ne se limite pas à faire défiler son téléphone pendant quelques heures par jour et à perdre du temps. Il peut s'agir de faire des tâches ménagères, de se promener, de faire une autre activité où tu laisses tes pensées vagabonder ou même de ne rien faire. Tu as appris à lire tôt. Des scientifiques ont mené des recherches sur 2000 paires de jumeaux identiques. Ils ont constaté que les frères et sœurs qui avaient appris à lire plus tôt avaient de meilleurs scores de capacité cognitive. Cela s'explique par le fait que la lecture, surtout dès le plus jeune âge, stimule les capacités verbales et non verbales de notre cerveau. Tu adores le chocolat. Le cacao peut aider à stimuler l'activité cérébrale. Manger du chocolat a généralement un bon effet sur les fonctions cognitives telles que l'attention, la mémoire ou la vitesse à laquelle on traite les informations. Non seulement au moment où on en mange, mais aussi à long terme. Tu n'aimes pas le bruit de fond. Charles Darwin, Franz Kafka et bien d'autres grands esprits préféraient faire leur travail dans un silence complet. Une étude de 2015 a montré que les personnes qui ne pouvaient pas se couper facilement du bruit de fond se retrouvaient avec des solutions plus créatives et des réponses innovantes aux tests. Les auteurs ont affirmé que les personnes incommodées par ce bruit étaient plus aptes à se concentrer sur plusieurs tâches en même temps, ce qui exige une pensée créative. Tu aimes porter les mêmes vêtements tout le temps. Tu peux souvent voir Mark Zuckerberg porter des tenues simples. Le même t-shirt gris et le même blue jean sont sa signature. De nombreux millionnaires célèbres ont assez d'argent pour acheter les pièces les plus chères, mais ils aiment concentrer leur activité mentale sur des choses plus importantes. Tu ne veux pas toujours faire des efforts maximum. Travailler 15 heures par jour et avoir généralement plus de choses à faire ne signifie pas que tu es plus efficace. Ton cerveau a besoin de temps pour se détendre afin de trouver de nouvelles idées créatives. Tu es plutôt doué pour les énigmes. Quel que soit le défi qu'elles représentent, tu aimes affronter le problème et essayer de trouver un moyen de le résoudre en observant les tendances. Tu préfères passer du temps avec des personnes créatives et intelligentes, car celles que tu fréquentes le plus sont un bon reflet de ta propre personne. En vieillissant,
tu as de moins en moins de temps. Alors, tu ferais mieux de le consacrer à des personnes qui t'aident à construire une meilleure version de toi-même. Il faut que ce soit parfait. Si tu répètes cette phrase trop souvent, elle peut donner l'impression que tu n'es pas assez intelligent ou doué. Ceux qui s'attendent à la perfection s'exposent à l'échec. Les personnes intelligentes préfèrent accomplir les tâches étape par étape et regarder ce qu'elles peuvent améliorer en cours de route. Elles ne s'imposent pas d'attentes irréalistes et n'en imposent pas aux autres. Elles évitent également d'adopter un ton manipulateur et exigeant. C'est pas juste. En utilisant cette phrase dans tes conversations avec tes collègues et tes amis, tu risques de donner l'image d'une personne naïve. Tout le monde autour de toi sait que la vie est injuste. Et espérer une quelconque justice peut sembler un peu enfantin. Au lieu de se plaindre, les personnes proactives se demandent « Que puis-je faire maintenant pour améliorer cette situation ?» Elles ont la capacité de négocier des conditions mutuellement bénéfiques. Elles discutent ouvertement de ce qu'elles sont prêtes à concéder et de ce qu'elles s'attendent à obtenir. Sans vouloir te vexer, n'est pas non plus la meilleure façon d'entamer une conversation. Lorsque les gens entendent cela, ils commencent inconsciemment à attendre quelque chose d'offensant et d'irrespectueux de ta part. Les personnes subtiles ne commencent pas une conversation avec des ondes négatives. Tu ne veux pas que ton interlocuteur se mette sur la défensive avant même d'avoir eu la chance d'exprimer ce que tu as à dire. Parfois, sous la pression au travail, tu peux t'entendre dire « ça ne prendra qu'une minute » ou « j'arrive » et ensuite passer des heures voire des jours à accomplir la tâche. Si tu ne peux pas estimer les délais de façon réaliste, les autres pourraient penser que tu n'es pas si intelligent ni fiable que ça. Si tu veux donner l'image d'une personne intelligente, ne promets jamais de terminer une tâche plus tôt qu'elle ne pourrait l'être. Il est plus judicieux et bénéfique de te laisser plus de temps et de finir avant l'échéance. « C'est pas ma faute » est une autre expression enfantine que tu devrais éviter de prononcer, notamment au travail. Tu n'obtiendras aucun respect en accusant les autres de tes propres erreurs. Les personnes intelligentes ont la capacité d'admettre qu'elles ont tort et de se corriger. Cette phrase pourrait aussi inciter les gens à attaquer en premier et à te blâmer encore plus. Donc si quelque chose de grave est arrivé et que ce n'était pas vraiment de ta faute, il vaut mieux raconter les faits de manière calme et éviter de pointer quelqu'un d'autre du doigt. Des mots comme « oups » ou « désolé » ne sont certainement pas la façon la plus appropriée d'exprimer tes regrets concernant une erreur. Les gens pourraient avoir l'impression que tu essaies d'en ignorer les conséquences et que tu ne veux pas assumer la responsabilité de tes actes. Évite de submerger les gens avec des phrases déraisonnablement longues et mal construites. Les doubles négations telles que « vous n'êtes pas sans ignorer » ou « j'ai pas peur de personne » peuvent te faire paraître vraiment idiot. Non seulement c'est grammaticalement incorrect, mais c'est surtout difficile à comprendre. Deux négations dans une seule phrase en déforment le sens, ce qui fait que ton pauvre interlocuteur devra essayer de démêler le sens de tes mots. J'ai une question stupide ou c'est peut-être idiot mais... ainsi que d'autres phrases dans lesquelles tu affirmes que tu n'es pas très intelligent apparaissent généralement lorsque tu n'as pas assez confiance en toi et que tu veux jouer la sécurité. Les personnes intelligentes essaient d'éviter cela, car elles ne se sentent pas gênées de poser des questions. C'est d'ailleurs justement comme ça qu'elles deviennent plus intelligentes. Si tu manques de confiance en toi mais que tu t'efforces de faire en sorte que les autres te respectent, commence par te prendre au sérieux et évite de juger tes propres paroles comme étant stupides. Évite de terminer tes phrases par « etc ». Cela semble immature et peut détourner ton interlocuteur de l'essence de la conversation. Si tu fais une liste à l'oral, il est préférable d'énoncer tous les points clairement. Tu auras ainsi l'air plus responsable et concentré. Tes collègues et tes amis n'ont pas à deviner ce que tu voudrais dire par « etc ». Évite les mots parasites comme « genre » et autres mots de remplissage dans ton discours. De même pour des mots comme « littéralement »,« en quelque sorte »,« tu sais » et d'autres. L'utilisation excessive de ces formules peut te faire paraître moins intelligent et compétent. Si elles surgissent automatiquement, essaie de respirer plus profondément quand tu parles et n'aie pas peur de prendre du temps ou de faire une pause si tu en as besoin. Ce n'est pas mon boulot. Les personnes qui refusent d'assumer des responsabilités qui vont au-delà de leur poste risquent de laisser une impression négative. Les autres peuvent penser que tu ne t'intéresses pas à ton propre développement personnel et que tu accomplis des tâches minimales uniquement pour obtenir ta paie à la fin du mois. Bien sûr, tu dois protéger tes droits et empêcher quiconque d'exploiter ton temps gratuitement. Les personnes les plus astucieuses utilisent donc ces situations comme des prétextes pour négocier une promotion ou une augmentation de salaire, au lieu de simplement refuser la charge de travail supplémentaire. Ne mentionne jamais ton QI phénoménal comme étant une preuve que tu es plus intelligent que tout le monde. Les psychologues ont déjà découvert des dizaines de types d'intelligence différentes, notamment l'intelligence linguistique, visuelle, musicale, rythmique ou encore émotionnelle.
Le test de QI n'évalue qu'une seule d'entre elles et détermine à quel point tu es doué pour résoudre des énigmes et des problèmes. Il ne garantit pas que tu sois plus intelligent dans tous les aspects de la vie. C'est pourquoi se référer au test de QI comme preuve de ton intelligence exceptionnelle peut sembler déplacé. De nos jours, les technologies se développent rapidement et les innovations deviennent vite obsolètes. C'est pourquoi la phrase « j'ai toujours fait comme ça » te donne l'air un peu paresseux et réticent au progrès. Cela amène les gens à se demander pourquoi tu n'as pas pris le temps d'améliorer tes habitudes. Si tu répètes souvent des mots qui te font paraître paresseux et placide, il est peu probable que ton responsable ait envie de te confier des responsabilités ou une promotion. Un autre moyen facile de paraître idiot est d'utiliser des mots que tu ne comprends pas vraiment dans ton vocabulaire. Si tu n'es pas sûr à 100% de la signification d'un mot ou de sa prononciation correcte, cherche-le sur Internet, ou alors évite de l'utiliser. Fais attention à ne pas utiliser trop de mots à la mode et de jargon professionnel juste pour avoir l'air cool. Surtout avec les personnes qui ne connaissent pas la signification de ces mots. Cela peut donner l'impression que tu es un robot qui manque d'empathie et qui récite un livre. Il est normal de dire « je ne suis pas sûr » de temps en temps si tu parles de certains faits. Mais si tu exprimes ta propre opinion et que tu prends trop de pincettes, cela peut sembler confus et maladroit. Les personnes épanouies ont la conviction que leur point de vue compte et elles expriment leur opinion subjective haut et fort pour éviter tout malentendu. Parfois, nous sommes dépassés par des missions apparemment impossibles. Répéter la phrase « je ne peux pas le faire » ne t'apportera aucune aide ni aucun soutien. Mais cela peut te faire passer pour un idiot et un paresseux. Les personnes responsables cherchent des solutions au lieu de trouver des excuses. Et si elles n'ont vraiment pas l'expérience ou les compétences nécessaires pour accomplir une tâche, elles n'hésiteront pas à demander de l'aide. S'adresser à tes collègues masculins avec les mots « mec » ou « poteau » peut s'avérer très irrespectueux. Il en va de même pour meuf lorsqu'il s'agit de femmes. Certaines personnes pourraient trouver cela très inapproprié et même offensant. Si tu travailles pour une start-up très informelle et que cette forme de communication est considérée comme normale, assure-toi qu'il est acceptable d'appeler quelqu'un « mec » avant de le faire. Lorsque tu dis « je vais essayer », tu donnes l'impression de ne pas avoir suffisamment confiance en ta capacité à accomplir la tâche. Les personnes volontaires savent qu'elles sont responsables de leurs propres actions. Si tu affirmes à voix haute que tu doutes de tes capacités, les autres douteront encore plus de toi. Les personnes qui n'ont pas le sens des affaires ont tendance à juger sans faire de recherche détaillée. Si tu es impulsif et grossier dans ton approche des personnes, des événements et des lieux, tu risques d'acquérir la réputation d'une personne superficielle. Les gens intelligents ne tirent pas de conclusions hâtives et prennent le temps d'observer. Je suis votre plus grand fan. Idolâtrer les personnes de ton entourage ou les célébrités peut te faire paraître un peu naïf. Toute personne a des points forts et des faiblesses, et les gens équilibrés respectent les autres pour ce qu'ils sont vraiment et évitent de transformer quiconque en un ami imaginaire parfait. Si tu imites aveuglément les célébrités, que tu répètes leurs phrases et leurs actions, que tu portes les mêmes coupes de cheveux et les mêmes tenues, tu ne seras pas considéré comme un individu mature. Les gens malins ont le courage d'être eux-mêmes. Il existe aussi de nombreuses façons non verbales de paraître moins enthousiaste que tu ne l'es en réalité. Hocher constamment la tête, s'asseoir dans une position bancale ou enfreindre le code vestimentaire. Si ton entreprise demande à tous les employés de porter une tenue formelle pour les événements d'entreprise et que tu te présentes en jean et ensuite à capuche, les gens pourraient penser que tu manques de respect. Je serai de retour dans 20 minutes. Si tu as l'habitude de laisser de telles notes à ton poste de travail, les gens peuvent penser que tu n'es pas très malin. Un client qui vient d'arriver dans un café ou un magasin et qui voit une porte fermée avec cette note ne sait pas quand tu es parti. Il ne peut pas savoir combien de temps il doit attendre. C'est pourquoi il est plus intelligent d'indiquer l'heure exacte à laquelle tu prévois de retourner sur ton lieu de travail. As-tu déjà remarqué que tu fais parfois des choix que tu as du mal à expliquer ? C'est la psychologie qui fait tout le travail pour toi. Mais avant de nous plonger dans le monde des pièges de l'esprit, que dirais-tu de répondre à une petite question ? Sais-tu combien d'habitants compte l'Inde ? Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à effectuer un choix raisonné. Tu sais sans doute que depuis peu, c'est le pays qui a le plus grand nombre d'habitants. Donc, il doit y en avoir beaucoup. Probablement plus d'1 milliard de personnes, mais certainement moins de 8. Mettons 2 milliards. Tu étais proche de la bonne réponse, soit 1,428 milliards, et c'est un bon exemple de l'effet d'ancrage en action. Tu as pris des données familières, tu les as utilisées comme point d'ancrage et tu as basé ta conclusion sur ces données. Dans ce cas, l'effet d'ancrage t'a bien aidé, mais il peut aussi jouer contre toi. Imaginons que tu souhaites acheter une nouvelle valise. Tu en vois une à 400 € dans la vitrine du magasin. C'est trop cher. Mais tu entres dans le magasin et tu trouves le coin des super soldes. La valise y coûte 100 € et l'offre est bien sûr limitée dans le temps.
Tu te réjouis parce que tu utilises maintenant la première valise comme point d'ancrage mental et tu achètes l'article soldé sans trop réfléchir. Tu n'avais même pas prévu de réaliser cet achat aujourd'hui et tu as acheté cette valise uniquement parce qu'elle était moins chère. C'est ce type d'ancrage que les experts en marketing exploitent pour te vendre des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. As-tu aussi un ami qui est un fan des tests de personnalité ? Il prétend que les descriptions qu'il obtient à la fin semblent tellement vraies et le décrivent en tout point, n'est-ce pas ? Il en va de même pour les horoscopes. Comment ont-ils su qu'il allait vivre autant de moments extraordinaires en février ? Eh bien, il faut remercier l'effet Barnum pour cette précision étonnante. Ton cerveau comble les lacunes de déclarations vagues et génériques qui pourraient être vraies pour n'importe qui, afin que tu les associes à ta propre vie. Et comme nous préférons tous entendre des choses agréables sur nous-mêmes, nous croyons plus facilement aux affirmations positives. Quant aux affirmations négatives, ton cerveau les traite généralement avec scepticisme. C'est pourquoi la section des résultats de ces tests déborde généralement d'affirmations positives. L'effet de halo est un autre piège mental très répandu. Pour comprendre comment il fonctionne, faisons la connaissance de Jane, une spécialiste des ressources humaines. Jane a 2 candidats pour le poste de manager. Suzanne est diplômée de Harvard et possède un QI extraordinairement élevé. Elle est aussi ambitieuse que rigoureuse, n'a aucune expérience professionnelle et a du mal à contrôler ses émotions. La seconde candidate est Sarah. Elle perd parfois son sang-froid, n'a pas d'expérience professionnelle, elle est appliquée et ambitieuse. Son QI est très élevé et elle est diplômée de Harvard. Alors, penses-tu que Jane a choisi Suzanne ? Elle nous aura tous séduits avec son diplôme de Harvard. Mais en fait, les 2 candidates présentent exactement les mêmes caractéristiques. Seul l'ordre d'énumération est différent. L'effet de halo nous pousse à privilégier la première information que nous recevons et à baser notre jugement dessus. C'est pourquoi nous tirons souvent des conclusions erronées sur la base de certaines qualités que nous prêtons à une personne sans même la connaître. Diplômé de Harvard, ce doit être la personne idéale. Le reste n'a pas vraiment d'importance. Si tu veux que ta vision du monde soit plus objective, ne laisse pas ton cerveau prendre de tels raccourcis intellectuels et essaie de dépasser les premières impressions. Tu te souviens de la dernière fois que tu t'es levé du mauvais pied, à renverser du café sur ta chemise blanche ou porter des chaussettes dépareillées par accident et que tout le monde t'a regardé d'un sale œil ? En fait, ce n'était pas le cas, mais l'effet de projecteur te donnait cette impression. Lorsque tu es concentré sur quelque chose, ton cerveau te fait croire que tout le monde l'est aussi. Tu es naturellement le centre de ton propre univers et tu vois le monde à travers tes expériences et ton propre point de vue. La bonne nouvelle, c'est que les autres font de même, donc tu n'as pas à t'inquiéter de cette tâche ou de tes choix de chaussettes étranges. Tu viens d'acheter ce nouveau sèche-cheveux que toutes les célébrités possèdent et dont tout Internet ne cesse de faire l'éloge. Il était très coûteux, mais il en valait la peine, n'est-ce pas ? Tu commences par lire les commentaires en ligne, tu testes l'appareil, tu fais même le calcul pour savoir combien d'argent tu vas économiser. Maintenant, tu n'as même plus besoin de coiffeur. Il semble que tu aies pris la bonne décision après tout. Qu'il s'agisse de l'achat d'un sèche-cheveux ou d'abandonner tes études, il faut bien admettre une chose, tu détestes avoir tort. Il est dans la nature humaine de rechercher une confirmation que tu as pris la meilleure décision ou de penser que ton opinion est la seule qui tienne la route. Il faut remercier le biais de confirmation pour cela. Il te pousse à rechercher et à trouver des preuves que tu es sur la bonne voie, même si certains signes indiquent le contraire. Ainsi, même si tu trouves ici et là des avis négatifs sur ce sèche-cheveux, ton cerveau t'aide à les ignorer avec succès. Tu préfères avoir l'impression de toujours savoir exactement ce qu'il faut faire, et tu accordes donc plus d'importance aux preuves qui étayent tes choix. Imagine que ton équipe favorite perde 1, 2, 3, 4, 5 matchs d'affilée. Cela s'est produit tellement de fois que tu es maintenant persuadé qu'elle est obligée de gagner le 6e match. Et puis tu tires à pile ou face et la pièce tombe sur pile 3 fois de suite. Alors tu penses qu'elle devra forcément tomber sur face la prochaine fois. Félicitations, tu viens d'être victime de l'erreur du parieur. Il s'agit d'une croyance erronée selon laquelle les événements passés influencent l'avenir, de sorte que tu crois pouvoir prédire le résultat de n'importe quel jeu de hasard ou pari sportif. Ce piège mental est également surnommé l'erreur de Monte-Carlo, suite à une soirée mémorable dans le casino du même nom. La roulette s'est arrêtée 29 fois de suite sur la couleur noire. De nombreuses personnes ont perdu d'énormes sommes d'argent parce qu'elles étaient persuadées qu'il serait impossible que la roue tombe sur la couleur noire plus de 10 fois d'affilée. Et elles ont misé des fortunes entières sur la couleur rouge.
Voilà une belle preuve qu'il n'est pas toujours possible d'établir de liens logiques entre les événements afin de prédire l'avenir. Marc prépare ses vacances d'été et trouve un magnifique forfait à 2000 € pour 7 jours. C'est un peu trop cher, mais il continue à faire défiler les pages et voit d'autres offres à partir de 5000 €. Il semble que la première offre n'était pas si mauvaise que cela. Le prix de ce premier voyage organisé n'a pas changé d'un centime, mais Marc est maintenant prêt à débourser ce prix. On dirait que l'effet de contraste vient de l'inciter à faire cet achat coûteux. Cet effet est notoire pour son succès dans le domaine de la vente, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu auras probablement l'impression d'être moins bon en mathématiques que tu ne l'es en réalité, si tu es placé dans une classe composée d'élèves qui excellent dans cette matière. Une voiture de prix moyen paraîtra moins chère à côté d'un véhicule de luxe. L'effet de contraste fonctionne de tant de façons et dans tant de situations différentes que les scientifiques n'ont pas toujours d'explication. Imagine que tu prévois de passer un certain temps dans un pays étranger et que tu choisisses le meilleur forfait pour ton téléphone portable. La première option coûte 20 € et offre 1 gigaoctet d'internet par mois. Ce n'est pas assez pour répondre à tes besoins, mais le prix est intéressant. Le deuxième forfait comprend 5 gigaoctets et coûte 40 €. Cela semble beaucoup, mais tu découvres ensuite que tu peux payer 50 € et obtenir 8 gigaoctets de données. Tu n'as pas vraiment besoin d'autant de données mobiles, mais comme la différence entre le deuxième et le troisième plan est minime, tu choisis l'option à 8 gigaoctets. Sans le savoir, tu es tombé dans le piège de l'effet de leurre. Lorsque tu as du mal à choisir entre deux options, l'ajout d'une troisième, ou plutôt d'un leurre, peut te pousser vers l'un des choix. Le leurre fait paraître l'une des options bien meilleures et les professionnels du marketing utilisent volontiers ce piège pour t'inciter à dépenser et à consommer plus que tu n'en as réellement besoin.